Je m'appelle Isa Bennett, j'ai 32 ans et je suis professeur de littérature dans une petite ville du nord de l'Oregon. J'ai longtemps pensé que le plus grand choc de ma vie avait été le jour où mes parents sont morts dans un accident de voiture, jusqu'à ce matin-là, où je venais d'apprendre que j'étais enceinte d'un petit garçon et où, au même moment, j'ai entendu mon mari murmurer à ma cousine dans le couloir de la clinique. Elle commence à soupçonner, tu devrais faire plus attention. Mon corps s'est figé, l'échographie tremblant dans ma main comme pour me protéger de ce que je venais d'entendre. Et eux? Ils discutaient de la façon de cacher un enfant qui n'était pas le mien. Avez-vous déjà fait entièrement confiance à quelqu'un pour vous rendre compte que vous étiez le seul à ne rien savoir? Laissez un commentaire si vous avez déjà ressenti cela. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour que nous puissions continuer cette histoire où la trahison ne vient pas d'inconnus, mais de ceux que vous considériez autrefois comme votre famille. J'ai perdu mes parents à l'âge de 25 ans dans un terrible accident de la route. À l'époque, Harper avait 17 ans, c'était ma cousine maternelle, mais je l'avais toujours traitée comme ma propre sœur. Après le décès de sa mère, elle a vécu la plupart du temps chez sa grand-mère et restait avec moi tous les étés. Mais après l'accident qui a emporté mes parents, qui étaient aussi ses tuteurs légaux, j'ai fait la seule chose que je pensais juste. Je l'ai ramené vivre avec moi définitivement. Je n'y ai pas trop réfléchi. J'étais engourdi par le chagrin, mais j'ai quand même signé tous les papiers pour devenir sa tutrice légale. En partie par amour, et en partie parce que j'avais besoin de quelque chose à quoi m'accrocher pour ne pas m'effondrer. Je pensais que si je ne pouvais plus être la fille de quelqu'un, je pouvais au moins essayer d'être une bonne sœur. Harper a vécu avec moi jusqu'à la fin de ses années de lycée, puis est partie à l'université. Elle était intelligente, audacieuse et avait le don d'adoucir les gens autour d'elle. Quand j'ai été submergé par des vagues de dépression silencieuse après cette perte, celui qui m'a tiré d'affaire n'était autre qu'Ethan. Ethan était ingénieur civil, calme, patient et à l'écoute plutôt que bavard. Il ne me réconfortait pas avec de vaines promesses, mais par sa présence constante chaque jour. Les soirs où je ne pouvais pas manger un morceau, il cuisinait. Quand je pleurais parce que les souvenirs me remontaient à la surface, il n'essayait pas d'arranger les choses. Il restait simplement assis avec moi. Nous avons été ensemble pendant 4 ans avant de nous marier. Ce n'était pas un coup de foudre, mais quelque chose qui a grandi tranquillement comme les arbres après un incendie. J'aimais Ethan, non pas parce qu'il était tapa accent grave-l'œil, mais parce qu'avec lui, j'avais le droit d'être fragile. Après le mariage, c'est Ethan qui a suggéré qu'Harper revienne vivre chez nous. Ce jour-là, il m'a dit, elle était là pour toi dans les moments les plus difficiles. Maintenant, elle vient d'annuler ses fiançailles. Ça doit être un vrai désastre. Je pense que si on la laisse rester ici un moment, au moins elle ne se sentira pas complètement seule. J'étais un peu surprise, car Ethan ne s'était jamais mêlé de la vie privée d'Harper auparavant, mais c'était logique. Harper avait annulé le mariage 3 semaines seulement avant la cérémonie. Elle m'a dit qu'elle avait changé. Au début, il était gentil, mais plus on approchait du mariage, plus il contrôlait tout. Je n'arrivais pas à respirer. J'avais peur de passer ma vie à me rétrécir à côté de quelqu'un qui me faisait me sentir plus petite chaque matin à mon réveil. Je l'ai cru. Je l'ai défendu auprès de nos amis, j'ai même dit, une femme qui a le courage de s'arrêter avant de se lancer dans le mauvais mariage est courageuse, pas faible. Ethan a hoché la tête doucement quand j'ai dit ça. Harper m'a serré fort dans ses bras le jour où elle a emménagé, les yeux rouges, mais la bouche s'efforçant de sourire. À l'époque, je ne savais pas. La solitude dont il parlait était en train de se faire sentir de la manière la plus cruelle, et moi, malgré toutes mes bonnes intentions, j'avais ouvert la porte et l'avais laissé entrer chez nous. Je ne les ai pas affrontés juste après cette échographie. En fait, sur le chemin du retour, alors que Gavin divaguait sur les prénoms de bébé, les couleurs de peinture pour la chambre d'enfant, ou si je devais enseigner le basket ou le baseball aux garçons, je suis resté assise en silence, j'ai hoché la tête quand j'en avais besoin, j'ai souri à cul. J'avais besoin de temps pour prendre du recul et voir toute l'arnaque afin de comprendre ce qui se passait vraiment et, surtout, de savoir exactement à qui j'avais affaire. J'ai commencé par engager une avocate privée, quelqu'un qui n'avait aucun lien avec le cabinet de gestion de patrimoine avec lequel Ethan et moi travaillions. Elle s'appelait Danielle Chou, une femme perspicace d'une 40aine d'années, à la voix froide. Tu n'as pas besoin de répondre à la grande question tout de suite, m'a-t-elle dit dès notre première rencontre. Tu vas demander le divorce ou non. La première chose à faire est de savoir exactement où tu en es. Je lui ai tout donné. Le contrat de prêt hypothécaire, nos relevés bancaires, nos relevés d'investissement,
les documents de prêt, et même ce que je croyais être des détails comme le compte d'épargne joint que nous avions ouvert en prévision du bébé. 3 jours plus tard, Daniel est revenu avec une question qui m'a fait froid dans le dos. Saviez-vous que votre mari avait récemment transféré la propriété de votre maison actuelle à quelqu'un d'autre? J'étais figé. À qui? Daniel tourna l'écran de son ordinateur portable vers moi. Le nom était bien là, au registre foncier du comté de Lann, Harper Monroe. La maison que j'avais aidé à choisir, brique par brique pour la cuisine, peinture pour le salon, pot de lavande sur la véranda, était désormais au nom de ma cousine. J'ai demandé à Daniel ce que je soupçonnais déjà, mais j'avais besoin que quelqu'un me dise à voix haute, c'est de la fraude patrimoniale, n'est-ce pas? Et s'il a agi alors que le mariage montrait déjà des signes de détresse sans contrat de mariage clair, alors oui, cela peut être considéré comme un transfert frauduleux en prévision d'un divorce. Mais j'aurais besoin de plus de preuves. Je me souviens d'être resté longtemps assise dans ma voiture après avoir quitté son bureau. Une main sur mon ventre, mon bébé donnait de légers coups de pied, comme pour me rappeler que je n'avais pas le droit de m'effondrer. Plus maintenant. À partir de ce jour, j'ai commencé à jouer mon rôle à la perfection. Je n'ai pas consulté le téléphone d'Ethan, je n'ai pas posé de questions, je n'ai pas laissé mon regard me trahir. Je souriais encore quand Harper préparait du thé à la menthe et me demandait si je voulais du citron. Je disais encore bonsoir quand Ethan me recouvrait de la couverture chaque soir. Mais intérieurement, je ramassais chaque miette. J'ai engagé une détective privée, pas le genre à chapeau mou comme dans les vieux films, mais une femme méticuleuse et discrète qui était autrefois une experte en fraude fiscale. En moins de 2 ans. Au bout de quelques semaines, elle m'a tendu un dossier, dès la première page, j'ai eu envie de vomir. Harper était allée passer un examen prénatal dans une clinique privée à près de 2 heures de chez elle, et les papiers indiquaient qu'elle s'appelait Harper Monroe. Célibataire, sans père sur l'acte de naissance. De plus, elle avait utilisé une adresse de location temporaire dans la résidence où Ethan était censé être en mission de longue durée. Et, détail mineur, mais juridiquement crucial, Harper avait déjà préenregistré son accouchement en tant que mère célibataire dans un hôpital complètement différent de celui où j'étais censé accoucher. Je tenais ce dossier, la main tremblante. Elle ne m'avait pas seulement trahi. Elle prévoyait de m'effacer complètement de la photo, de me faire passer pour une étrangère à l'enfant que mon mari avait eu avec ma cousine. J'ai remis tous les documents à Daniel. Elle est restée silencieuse un instant, puis a dit, il y a encore une chose que vous devez voir. Elle a ouvert son ordinateur portable, a tapé quelques lignes et a tourné l'écran vers moi. Une copie de la politique d'avantages sociaux des employés de l'entreprise d'Ethan, sous la rubrique « Personne à charge ». Mise à jour récente, il y a 3 mois. Harper Monroe, personne à charge vivante, fixait ces mots. Il ne m'avait pas seulement menti. Il avait aussi menti à son employeur, en mentionnant une personne à charge comme s'il subvenait aux besoins d'un membre de sa famille qui ne travaillait pas. Cela enfreignait la politique d'éthique interne de l'entreprise. La même entreprise qui avait déclaré un jour, les familles des employés passent avant tout. Je me suis adossé à mon fauteuil, la tête qui tournait. Daniel a fermé l'ordinateur portable. Je n'ai rien à décider aujourd'hui, a-t-elle dit doucement. Mais tu as le dessus maintenant, et je te promets que si tu choisis de partir, tu ne partiras pas les mains vides. Je l'ai remercié, me suis levé et me suis dirigé vers ma voiture. Le ciel d'hiver était gris. De la neige parsemait le haut de mon pare-brise. J'étais assise là, le moteur coupé, une main sur le ventre. Lucas, ai-je murmuré. Tu vas bientôt voir le monde tel qu'il est. Mais je te promets de ne pas te laisser grandir dans le mensonge. J'ai lu quelque part que le pire genre de mensonge. La trahison ne vient pas d'un ennemi. Elle vient de quelqu'un à qui on faisait suffisamment confiance pour dormir à côté. Je n'avais plus confiance en mon sommeil. Dans les semaines qui ont suivi la révélation, j'ai commencé à rester éveillé presque jusqu'au matin. Sans rien faire de particulier, incapable de me distraire. Le jour, j'étais là, comme tout le monde me connaissait. Toujours enceinte de 6 mois, souriant toujours poliment aux voisins quand ils me posaient des questions, publiant toujours des photos de dîner avec Ethan avec des légendes du genre, quelqu'un est très heureux de rencontrer notre petit garçon. Mais le soir, Ethan m'entourait de ses bras au moment où nous nous mettions au lit. Il posait sa main sur mon ventre et murmurait, « On va être une belle famille, tu sais ça ?» J'avais envie de crier dès qu'il l'a dit. Une famille avec combien d'enfants? De combien de femmes? Je devais retenir mes épaules et ma respiration.
Ethan ne se doutait de rien. Peut-être me prenait-il vraiment pour une idiote. Et Harper, elle, continuait comme si de rien n'était. Elle se levait encore tôt pour faire du café. Elle me préparait encore des muffins sur la table. Un jour, elle a frappé à ma porte alors que j'étais trop fatigué pour me lever, me tendant une assiette de gaufres à la cannelle chaude et me disant « Tu dois manger plus, ma sœur. Bébé a besoin d'énergie. » Elle m'appelait ma sœur, comme si elle ne m'avait pas entendu prononcer le nom de mon bébé dans le couloir de la clinique, comme si elle ignorait que j'avais tout entendu. Un jour, je suis entré dans la cuisine et j'ai vu Harper empeler une paire, fredonnant un doux air de country, portant des gants en caoutchouc comme quelqu'un qui se prépare à devenir la nounou parfaite. Je pense acheter des tapis antidérapants pour la chambre d'enfant, a dit Harper en me voyant sur le pas de la porte. Il va y avoir beaucoup de soleil. J'ai même trouvé de jolies décorations sur Etsy. Ma gorge se serrait à chaque fois qu'elle parlait du bébé. Vague, sans jamais préciser de quel bébé il s'agissait. Parfois, j'entrais dans la chambre d'enfant, me tenais au milieu de ces murs à moitié peints, posais la main sur mon ventre et murmurais « Nous ne sommes pas seuls. Nous savons la vérité. » Lucas donnait de violents coups de pied comme pour me répondre, et j'ai fondu en larmes, là, dans cette pièce inachevée, parmi les langes non ouverts, submergé par l'émotion. Je ne pouvais l'expliquer à personne. Je n'en parlais à personne, ni à ma mère, ni à mes collègues. J'avais peur qu'en le disant à voix haute, si quelqu'un m'écoutait vraiment, je m'effondre complètement. J'allais seul aux consultations prénatales. Lors de la dernière, lorsque le médecin a dit « Il se développe vraiment bien. » Excellent réflexe. J'ai souri, mais mes yeux me piquaient. Des réflexes? Sains. La seule chose dans ma vie qui soit encore intacte. Les nuits où je n'arrivais pas à dormir, je m'asseyais dans le rocking chair qu'Ethan avait préparé pour moi, blotti dans le salon. Je passais mes doigts sur la photo d'échographie encadrée, me remémorant la première fois où j'avais vu Lucas, une minuscule silhouette se retournant, tendant les bras. Quand l'écran s'est illuminé avec son nez, sa colonne vertébrale et son cœur battant, j'avais imaginé Ethan à côté de moi me tenant la main. Je l'imaginais ému. J'avais même dit, ce petit garçon sera ton jumeau parfait. À ce moment-là, Ethan embrassait quelqu'un d'autre, me mentait, signait des papiers de propriété au nom d'RP. J'ai cru perdre la tête. J'ai commencé à faire des rêves étranges. J'étais coincé chez moi, je voyais Harper tenir mon bébé, je voyais Ethan me sourire par la fenêtre pendant que je criais et que personne ne m'entendait. Je me réveillais, le visage moite, le souffle court, et j'allais me faire du thé au gingembre. J'avais besoin de quelque chose. Pour ne pas m'effondrer. Un soir, alors que j'épluchais une pomme dans la cuisine, Ethan est entré et m'a prise dans ses bras par derrière, comme s'il n'avait rien fait de mal. Lucas. Va te ressembler, a-t-il murmuré. Des yeux brillants, des fossettes, et il sera un fils à maman, c'est sûr. Je me suis retourné, j'ai esquissé un léger sourire, puis j'ai feint une vague de nausée pour m'éloigner de lui. Je ne savais plus ce qui était réel dans mes sentiments. Je savais seulement que je ne pouvais pas m'effondrer. Pas alors que mon bébé grandissait chaque jour. Pas alors que j'étais sur le point de révéler toute la vérité. Les meilleurs porteurs de masques ne sont pas là. Ils s'allongent à côté de vous tous les soirs, vous murmurant des promesses d'une famille parfaite. Je le savais mieux que quiconque. Ce que je ressentais n'était plus seulement de la douleur ou de la rage. C'était une lucidité terrifiante. Une fois qu'on a vu le vrai visage de quelqu'un, on ne peut plus le voir. J'ai commencé à me préparer. La première étape a été d'ouvrir un compte bancaire séparé sous mon nom de jeune fille. Isa mérite. J'ai laissé tous les documents connexes. Un coffre-fort à la banque. Aucune trace sur les emails, les téléphones, ni sur les relevés auxquels Ethan aurait pu accéder. Ensuite, j'ai créé une adresse email anonyme avec l'aide discrète de Danielle, l'avocate. J'ai rédigé un bref rapport incluant des preuves des manquements éthiques d'Ethan au travail. Le tout rédigé dans un langage froid et objectif. Preuve de la fausse déclaration d'une personne à charge, Harper, pour bénéficier d'avantages sociaux accrus. Transfert de biens personnels au nom du cousin de sa femme pendant un mariage actif. Utilisation de l'adresse postale de l'entreprise pour recevoir leur correspondance privée, j'ai appuyé sur « Envoyer » un mardi matin. Pas de nom, pas besoin de réponse. Je ne cherchais pas à me venger, juste l'étincelle discrète qui ferait éclater la vérité. Puis j'ai écrit une lettre manuscrite, sur du papier à lettres couleur crème, volontairement déroulée de manière négligée,
de manière à imiter l'écriture d'Ethan après quelques vers. Harper, je sais que les choses sont plus compliquées que je ne le pensais, mais j'ai pris ma décision. Après la baby shower, je dirai tout à Isa. Je te le dois. Toi et le bébé méritez un nouveau départ. Ouvertement. Ne doutez pas de mes sentiments. Je n'ai jamais été aussi sûr de moi. J'ai glissé la lettre dans le livre que Harper lisait, laissant un coin dépassé. Juste assez pour qu'elle ait l'impression d'être la seule à détenir ce secret. Quelques jours plus tard, Harper a commencé à sourire davantage. Elle se coiffait devant le miroir de la cuisine. Elle portait des robes plus ajustées pour sortir. Un après-midi, alors que j'étais allongé sur le côté sur le canapé, elle s'est assise à côté de moi et a doucement caressé mon ventre comme si elle touchait un investissement commun pour elles deux. Que penses-tu de deux bébés qui grandissent ensemble, vont à la même école, partagent le même anniversaire? Je me suis tourné vers elle et j'ai souri si doucement que même moi, j'ai été surprise par ma propre capacité. On dirait un rêve, ai-je dit. Après ça, j'ai commencé à organiser la baby shower. J'ai décidé de l'organiser à la maison, la même où Ethan et moi avions célébré nos fiançailles. J'ai invité des amis communs, des voisins, et même d'anciennes collègues de Harper, celles qui l'avaient vu essayer cette robe blanche pour le mariage qui n'a jamais eu lieu l'année dernière. J'ai écrit la lettre à la main. Des invitations, chacune avec un petit mot, un après-midi chaleureux pour accueillir un petit ange, et les choses qui n'étaient jamais dites à voix haute. Harper m'a aidé à choisir les nappes, le gâteau, les coussins décoratifs. Je l'ai laissé s'occuper de tout, de la suggestion du menu au rappel de confirmation avec les invités. Une semaine avant la fête, j'ai installé 2 caméras cachées, l'une dans un coin du plafond du salon et l'autre dans un cadre photo de famille sur l'étagère. Les deux avaient un son clair. J'ai également contacté une vieille connaissance qui travaillait comme monteur vidéo dans un studio local. Il m'a aidé à créer un diaporama d'échographie et un court clip mêlant des clichés de la maison aux images que j'avais préparées. Chaque nuit, pendant qu'Ethan dormait profondément, je restais seul dans le salon à monter ce clip image par image, coupe par coupe. Mes mains tremblaient, mes yeux brûlaient. Mais rien dans ma vie ne m'avait jamais autant réveillé que ces moments-là. La veille de la fête, Harper a frappé à ma porte avec un petit flacon d'huile essentielle à la main. J'avais apporté de la lavande pour aider à dormir. J'ai remercié. Elle l'a pris et ferma lentement la porte derrière elle. Je ne dormis pas cette nuit-là. Je me redressai, posai la main sur mon ventre et regardai la lumière chaude projeter des ombres sur le mur où j'avais autrefois esquissé des idées de prénoms pour mon bébé. Demain matin, je ne serai plus Isla Bennett, l'épouse dévouée et la sœur attentionnée. Je redeviendrai moi-même, et la vérité parlerait d'elle-même. Ce jour-là, le temps était légèrement ensoleillé. Une brise printanière soufflait à travers le porche, faisant onduler doucement les rubans suspendus à la porte. Sur la table se trouvait un gâteau à 3 étages personnalisé, décoré de minuscules chaussons bleu ciel et d'un message soigneusement rédigé. Bienvenue, Lucas. Le plus beau des cadeaux. Je portais une longue robe ivoire, mes cheveux étaient attachés lâchement sur le côté et j'avais mis du rouge à lèvres bois de rose. Je voulais avoir l'air paisible, non pour prouver quoi que ce soit à personne, mais pour me rappeler que j'étais la seule personne dans cette maison, à ne pas vivre dans le mensonge. Des amis commencèrent à arriver. Certains que je n'avais pas vus depuis le mariage, la fête de fin d'année de l'école ou le jour où je les avais invités à planter de la lavande. Le jardin. Tout le monde apportait des cadeaux, des pâtisseries, des fleurs et de doux vœux. Ethan se tenait à côté de moi, une main posée doucement sur mon dos, arborant son habituel sourire poli. Il me présenta comme la maman du plus merveilleux petit garçon que nous allions rencontrer. Harper, quant à elle, était exceptionnellement radieuse. Elle portait une robe rose pastel, des ballerines tendance, et ses joues avaient un éclat naturel, comme si elles avaient été soigneusement maquillées. Elle rayonnait lorsque des amis communs s'approchèrent pour la prendre dans leurs bras. Quelques anciens amis d'Harper hésitaient avant de demander « Comment vas-tu ces derniers temps ? J'ai entendu que tu as déménagé. Je recherche la stabilité. Et je suis enfin sur le point de l'avoir. » J'entendais tout. Chaque mot, chaque regard, mais je ne les interrompis pas. Après les rafraîchissements, je me dirigeai vers le centre de la pièce, pris un verre de jus de grenade et le tapotai doucement une fois. Le silence se fit peu à peu. Je parlais d'un ton calme et serein. Merci à tous d'être présents aujourd'hui. Honnêtement, je n'aurais jamais imaginé que le voyage vers la maternité commencerait par autant de surprises, et j'aimerais partager quelque chose de spécial avec vous toutes.
J'ai fait signe à Ethan d'allumer le projecteur. Il a hoché la tête, ignorant que la clé USB que j'avais insérée n'était pas le diaporama qu'Harper m'avait aidé à choisir quelques jours plus tôt. Les lumières tamisées se sont tamisées. Le grand écran s'est illuminé avec l'image échographique de la première fois que j'ai vu Lucas. Sa tête ronde, son cœur qui battait fort. La pièce a laissé échapper une émotion. Puis une voix a retenti. On commence à soupçonner qu'il faut être plus prudent. C'était la voix d'Ethan. J'ai entendu un léger bruit derrière moi. Quelqu'un avait laissé tomber un gobelet en plastique sur le tapis. Ne t'inquiète pas, elle pense que tu es la sœur parfaite. Elle ne se doutera de rien, a répondu Harper. Une série de murmures a suivi de légers rires. Puis est venu, une fois le bébé né, je dirais qu'il est de mon ex. Elle ne le saura jamais. Je n'ai regardé ni Ethan ni Harper. Je me tenais debout, les mains sur le ventre, les yeux rivés sur l'écran, comme si j'étais un simple témoin, et non le personnage principal de la tragédie qui se déroulait. La voix d'Ethan résonna une dernière fois. Douce mais claire. Elle fait trop facilement confiance. Je sais comment la faire taire. L'écran devint noir. Les lumières se rallumèrent. Il ne souriait plus. Son visage se crispa. Ses mains se crispèrent comme s'il essayait de retenir quelque chose en lui qui était déjà en train de se briser. Je parlais lentement, assez fort pour que tout le monde dans la pièce l'entende. Tu es le père de l'enfant qui grandit en moi. J'inspirai. Une légère crampe me traversa le ventre, me faisant tressaillir légèrement, mais je ne reculai pas. Et aussi le père d'un autre enfant avec quelqu'un que j'appelais autrefois ma famille. Je me tournai vers Harper. Son visage était devenu pâle. Ses lèvres tremblaient. Ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité. Je pensais, je voulais dire qu'il me l'avait dit. Harper balbutia. Je levai la main doucement mais fermement pour la faire taire. Inutile d'expliquer. Tout le monde ici en a assez entendu. Ethan s'avança. Isa, je peux expliquer ton malentendu. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Explique-moi ce que tu as dit. Que ma cousine est enceinte de toi, que tu lui as dit que j'étais un imbécile qui faisait trop facilement confiance, ou que tu prévoyais de transférer des actifs et de me virer. Les lèvres d'Ethan se pincèrent. Il regarda autour de lui. Personne ne le soutenait. Un ami commun recula. Une voisine chuchota à son mari. Une de mes collègues posa son verre et croisa les bras. Harper fondit en larmes. Elle sortit du salon en courant, ses chaussures crissant sur le parquet. Personne ne la suivit. Ethan me regarda une dernière fois, les lèvres remuant comme s'il essayait de parler, mais aucun mot n'était assez fort pour le rassurer. 3 jours seulement après la fête, Ethan fut suspendu de ses fonctions dans l'attente d'une enquête interne. Je ne sais pas exactement ce qu'ils ont découvert, mais je soupçonne qu'ils ont reçu ce courriel de l'expéditeur anonyme que j'avais écrit quelques semaines plus tôt. Lorsque les RH l'appelèrent, Ethan rentra chez lui, l'air abasourdi, le visage blême, incapable de s'expliquer. Clairement. Ils n'arrêtaient pas de dire, ils m'ont dit de prendre des congés. Il doit y avoir un malentendu. Je n'ai pas répondu. Je me suis simplement servi du thé, puis j'ai soigneusement classé les papiers de divorce que j'avais déjà remplis de mon côté. Et Harper. Elle a disparu 2 jours seulement après avoir été démasquée. Pas d'adieu, pas d'explication. J'ai seulement remarqué que sa valise habituelle avait disparu du placard et que plusieurs de ses cosmétiques avaient disparu de la coiffeuse. Sur la table de la cuisine se trouvait un mot écrit à la hâte à l'encre noire. Je suis désolé pour tout. Je ne peux pas rester ici. C'était tout. Pas de nouveau numéro de téléphone, pas d'adresse, rien de clair. Je n'étais pas surprise. Je n'étais même pas en colère. La petite ville a rapidement vibré avec ce qui s'était passé ce jour-là. Quelqu'un avait enregistré une partie de la vidéo de la présentation sans le son et l'avait partagée sur le groupe Facebook local. La légende était simple. Certaines vérités n'ont pas besoin d'être criées. Après cela, je suis resté quelques jours sans sortir de chez moi, non pas par peur, mais parce que mon corps commençait à se fatiguer. J'étais maintenant enceinte de 7 mois et chaque mouvement me donnait l'impression de traîner à un rocher autour. Étrangement, je me sentais plus légère que jamais. J'ai pris rendez-vous avec mon avocate, Danielle, et j'ai officiellement demandé le divorce. Comment voulez-vous procéder, a-t-elle demandé. Nous pouvons demander une réévaluation complète de vos biens,
et il y a matière à une action en justice distincte pour malversation financière. J'ai regardé par la fenêtre de son bureau. Les arbres dehors bourgeonnaient de nouvelles feuilles. Il faisait encore froid, mais la lumière avait changé. Je ne veux pas me retrouver dans ce bourbier, ai-je dit lentement. Je veux juste la garde complète de l'enfant et je veux couper tout lien au plus vite. Daniel fronça les sourcils. Si tu renonces au bien, il aura un avantage majeur. Peut-être, ai-je soupiré. Mais il n'aura jamais ce que j'ai, à vrai dire. Daniel est resté silencieux un instant, puis a hoché la tête. Alors, on reste clair, mais j'inclurai quand même des clauses concernant les droits de visite. On ne le laissera pas passer entre les mailles du filet et revenir réclamer la garde partagée dès que tu auras trouvé ton équilibre. Je savais que je faisais entièrement confiance à la loi. Système. Mais je n'avais pas de meilleure option et je n'avais plus rien à regretter. Ethan a essayé de me contacter par la suite. Le premier message est arrivé le deuxième soir après le dépôt des papiers du divorce. Je sais que tu es en colère, mais s'il te plaît, ne m'exclus pas de la vie de l'enfant. Je n'ai pas répondu. 3 jours plus tard, il m'a envoyé un email de près de 2 pages se remémorant le passé, me vantant d'être une bonne épouse, disant qu'il s'était égaré sous la pression. Je l'ai lu en entier, non pas pour m'excuser, mais pour voir combien de mots fleuris un homme pouvait écrire sans jamais utiliser le mot « responsabilité ». Et effectivement, il ne l'a jamais fait. Puis sont arrivées les fleurs, un bouquet d'œillets blancs, le genre que j'avais dit détester, mais qu'il oubliait toujours. Puis un après-midi, alors que je lisais dans le salon, j'ai entendu une voiture s'arrêter devant le portail. La chemise d'Ethan était froissée, tenant un sac en papier contenant des affaires pour bébé. Je veux juste parler, a-t-il dit quand je suis sorti. Juste quelques minutes. Je n'ai pas ouvert la porte. Je me tenais derrière les barreaux, la main sur le ventre. Lucas écoute, dis-je doucement. Et je ne veux pas qu'il apprenne le pardon si facile. Je vais tout recommencer. Je suis prête à suivre une thérapie. Je suis prête à déménager. Si tu veux que je parte, je pars. Mais s'il te plaît, ne me fais pas disparaître de sa vie. Je le regardais. Cet homme qui était autrefois mon ancre, maintenant la plus profonde fissure de ma vie. Je ne te fais pas disparaître, dis-je. Je te force à endosser le rôle que tu as brisé. Être père, ce n'est pas tenir un bébé dans ses bras le premier jour et disparaître pour le reste de sa vie. Tu veux être père? Va au tribunal, dépose une requête, prouve que tu le mérites. Ethan ne dit rien. Il posa le sac en papier sur les marches et s'éloigna en silence. Je le regardais, sa porte n'était plus confiante, plus arrogante, mais je n'étais pas satisfaite. Je me sentais juste calme. Un calme qui s'installe lentement, comme le vent printanier qui bruisse dans les arbres après une violente tempête. J'ai écrit cette lettre. Un après-midi, le vent avait tourné et la lumière dorée du soleil filtrait par la fenêtre de la cuisine, projetant de longues ombres sur le parquet. Non pas parce que j'avais encore quelque chose à dire à Harper, mais parce qu'il y avait encore trop de sentiments en moi qui n'avaient jamais été nommés. J'ai pris une feuille de papier à lettres ivoire, le même que j'utilisais autrefois pour les remerciements de mariage. Je me suis servi une tasse de thé à la menthe poivrée et me suis assis sur la vieille chaise en bois, le ventre lourd et le dos douloureux. J'ai commencé à écrire sans brouillon, sans correction, laissant simplement les mots couler au fur et à mesure qu'ils venaient à celle qui vivait autrefois à mes côtés. Pas de Harper, pas de toi, pas d'elle. Je ne voulais pas m'adresser à elle avec un mot qui ait jamais eu de sens, car les trahisons les plus profondes ne viennent pas toujours de mes ennemis. Elles viennent de celui qui a dormi chez toi, a frappé à ta porte pour emprunter ton rouge à lèvres et a murmuré, tu es ma seule famille. Je n'écris pas cette lettre pour t'accuser. J'écris pour me rappeler ce que je croyais autrefois. Je pensais. Je pouvais porter le monde sur mes épaules tant que ma famille était à mes côtés. Je pensais être forte parce que je t'avais sorti de relations toxiques, de la panique après la mort de ta mère. Mais j'avais peut-être tort. Je ne t'ai pas sauvé. J'ai juste ouvert la porte pour que tu entres, sans jamais penser devoir la verrouiller. Je me souvenais de chaque instant que je croyais ordinaire. Les nuits où nous regardions des films tous les trois dans le salon, moi la tête posée sur la cuisse d'Ethan, Harper serrant un long oreiller contre elle, riant aux éclats devant les scènes drôles. Maintenant, en y repensant, je ne sais pas pourquoi je me souviens de son regard sur Ethan. Pas avec envie, pas avec romantisme, mais avec le regard de quelqu'un qui essaie un rôle dans une pièce qui n'était pas le sien.
Je pensais avoir de la chance d'être à la fois épouse, sœur et amie. Mais au final, j'ai perdu tous ces rôles parce que j'ai baissé ma garde devant la seule personne que je n'aurais jamais imaginée. Je me suis arrêté, la main tremblant légèrement. Lucas m'a donné un léger coup de pied dans le flanc, comme il m'a tiré en arrière. J'ai posé ma main sur mon ventre et murmuré, « Je vais bien ». Puis j'ai continué à écrire, « J'ai espéré que tu serais à mes côtés quand j'accoucherai. Je t'ai imaginé coupant le gâteau à la baby shower. Je pensais que mon enfant t'appellerait tante, mais au lieu de ça, tu as choisi de faire de tout ça une substitution. Tu n'as pas pris Ethan par amour. Tu l'as pris comme une âme perdue s'accroche à la vie d'autrui, espérant exister en la copiant. Je ne sais pas si Harper l'a jamais vue de cette façon. Peut-être pensait-elle vraiment être amoureuse. Peut-être pensait-elle qu'Ethan la choisirait comme une sorte de dénouement équitable à un jeu de conquête. Mais le véritable amour ne se construit jamais sur le dos de quelqu'un d'autre. Je ne suis plus en colère contre toi. La colère est une émotion puissante, et je ne veux pas te donner ce pouvoir. Je suis fatigué. Et cette fatigue ne me rend pas faible. Elle rend les choses plus claires. Tu ne m'as pas volé mon mari. Ethan n'est pas une possession. Il t'a choisi comme un lâche qui préfère une ruelle sombre plutôt que d'affronter la vérité. Et tu as accepté le second rôle, espérant qu'un jour tu deviendrais le premier rôle. Je me suis arrêté, j'ai retiré un mouchoir en papier que j'ai tamponné au coin de l'œil. Pas vraiment des pleurs, juste une piqûre. Une légère douleur, pas vraiment, mais pas quelque chose que je pouvais ignorer. Je n'ai pas écrit cette lettre pour l'envoyer. J'avais juste besoin de l'écrire pour me rappeler que j'avais cru, aimé, perdu, et que j'avais survécu. À la fin de la lettre, je n'ai pas signé. J'ai plié le papier, les glissé dans une enveloppe vierge, les déceler, puis les placer dans une boîte en bois, à côté de vieux journaux intimes où je gardais les choses qui comptaient autrefois. Je me suis levé, me suis lavé les mains à l'eau froide. Ce sentiment de plénitude revenait lentement à chaque mouvement. Je me suis regardé dans le miroir de la cuisine, les yeux légèrement gonflés, les cheveux dénoués, le ventre rond comme une lune d'août. Je n'avais plus besoin qu'Harper m'appelle sœur ou Ethan épouse. J'avais juste besoin d'être la mère de Lucas et de vivre sans avoir à me définir par la douleur. J'ai déménagé dans la banlieue de Seattle par une douce journée pluvieuse. Le nouvel appartement n'était pas grand, juste 2 chambres et un petit balcon donnant sur le lac Pinest, où la lumière matinale miroitait sur l'eau comme du verre brisé. Je l'avais loué à un vieil ami de mon père, un professeur à la retraite qui habitait au rez-de-chaussée, doux et silencieux, cultivant du basilic dans un seau en fer blanc réutilisé. Je n'avais pas emporté grand-chose, juste quelques valises, le rocking chair dans lequel j'avais passé d'innombrables nuits blanches, le berceau en bois blanc et l'échographie encadrée de mon fils. L'appartement sentait la peinture fraîche, avec de hauts plafonds, du parquet stratifié et un mur vert olive dans la chambre principale. Je ne m'y suis pas senti comme chez moi tout de suite, mais pour moi, c'était un endroit où personne n'avait jamais menti. Personne n'avait jamais trahi, et c'était suffisant. J'ai donné naissance à Silu un après-midi de début d'été, alors que je rangeais des livres sur l'étagère, et les contractions ont commencé. Ma mère m'a raconté un jour que mon grand-père, celui que je n'ai jamais rencontré, était le premier homme à lui avoir appris la différence entre vivre avec bonté et vivre pour plaire. J'ai grandi avec des histoires à son sujet. Une voix grave, une serviette sur l'épaule pendant qu'il réparait des tuyaux, et l'habitude de hocher la tête 2 fois quand il était d'accord. J'ai appelé mon fils Silu James Bennett. James pour mon grand-père. Silu était un prénom auquel je m'accrochais depuis l'époque où je rêvassais et l'écrivais sur la couverture de mes cahiers. Un prénom qui me semblait calme, stable. Quand je l'ai tenu dans mes bras pour la première fois, la peau ridée, le souffle irrégulier, j'ai regardé ce petit visage et je n'ai ressenti aucune perte. Je me suis senti complète. Ethan a appris la naissance de Silu par un courriel de l'avocat. Il n'était pas là. Il n'y était pas autorisé. Le tribunal m'a accordé la garde exclusive, mais a quand même autorisé un droit de visite surveillé pour lui. La première fois qu'Ethan est arrivé, il a apporté un jouet en bois, une girafe à construire soi-même. Silas a dormi presque toute la nuit. Ethan ne savait pas quoi dire. Il s'est assis sur la chaise, a regardé le bébé, puis à moi, et a posé de petites questions de conversation comme « Est-ce qu'il se nourrit bien ? Dormez-vous du tout ? À qui ressemble-t-il » J'ai répondu poliment. Pas froid, pas chaud. La deuxième visite, il avait 20 minutes de retard. Le centre de visite l'a enregistré.
Silas a pleuré tout le temps de la méconnaissance. Ethan a tâtonné, et en partant, il a seulement dit « Je vais m'améliorer ». Il n'est jamais revenu. Je n'ai pas été surpris. Certaines personnes aiment l'idée d'un rôle. Père, mari, bonne personne, mais je n'ai pas la patience de le vivre jour après jour. J'ai recommencé à enseigner à temps partiel dans une école secondaire privée à proximité. Horaire léger, principalement la littérature de 11e et 12e année. Les étudiants étaient curieux de savoir la faible cicatrice sur mon bras. Je leur ai dit que cela venait d'un malheureux accident de sculpture de citrouille. Ils ont éclaté de rire. À midi, tandis que Silas est resté avec une babysitter digne de confiance, j'ai lancé une petite séance vidéo d'espace de conseils virtuels principalement pour les femmes naviguant au chagrin, à la trahison ou à cet étrange sentiment d'être perdu après le divorce. Je ne me suis jamais appelé expert. Je viens de dire que j'étais quelqu'un qui savait ce que c'était que de se réveiller un jour et de ne plus reconnaître votre vie. Que as-tu fait en premier quand tu as découvert que tu étais trahi? Un client a demandé. Je me suis arrêté, puis j'ai répondu. J'ai respiré. Il suffit de respirer. Parce que si vous oubliez cela, vous oublierez que vous êtes toujours en vie. Ces femmes, avocats, infirmières, mères célibataires, employées de bureau, elles avaient une chose en commun. Chacun d'eux a pensé que la douleur a été la coupe finale. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est que le début d'une version différente de vous. La nuit, je prendrai Siu pour des promenades dans le lac. Un soir, il a repéré un bébé canard se dandinant après sa mère et a éclaté de rire, applaudissant ses petites mains. Je me suis agenouillé à côté de lui, se brossa doucement la joue. Silly, murmurai-je. Tout ce que je fais n'est de combattre personne. J'apprends juste à vivre honnêtement avec moi-même. Donc, vous grandissez en vérité, pas dans des mensonges enrobés de sucre. Il m'a regardé avec ses grands yeux bruns, sans comprendre une chose. Mais je savais qu'un jour il le ferait. Et quand ce jour est venu, je serai prêt à tout lui dire. Pas d'amertume, pas de ressentiment, juste la vérité. Assez pour l'aider à protéger ce qui vaut la peine d'être conservé. Chacun a son propre seuil. Certains choisissent le pardon pour garder une maison intacte. Certains choisissent de lâcher prise pour se garder entier. Je ne pense pas que je suis plus fort que quiconque. Je sais juste qu'à un moment donné, le silence cesse d'être noble et devient une trahison de votre propre vérité. Mon histoire n'a pas de finale dramatique, pas de vengeance flamboyante, mais j'espère que quelque part là-bas, quelqu'un marchant tranquillement à travers la douleur comme moi, se sentira moins seul. Que pensez-vous du chemin que j'ai choisi? Si c'était vous, pardonneriez-vous ou partez-vous et recommenceriez-vous comme je l'ai fait? Partagez vos pensées dans les commentaires. Je veux vraiment les entendre. Quoi? Et si vous aimez les histoires sur les choix de famille et le voyage de vous redécouvrir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de continuer à marcher avec moi à travers les histoires à venir. Parce que parfois les choses les plus petites et les plus honnêtes sont celles qui nous rendent plus forts chacun.